Aujourd'hui, dans l'état actuel de la France, si les élections ont lieu demain matin, c'est quelqu'un d'extrême droite qui sera président de la République. Si nous ne participons pas à leur puissance, nous serons une proie pour les États-Unis, pour la Russie, pour la Chine, parce que nous sommes la région la plus riche du monde. Jacques Attali, c'est un philosophe, écrivain, économiste et conseiller des anciens présidents. Je suis pour une vision très simple des choses. La religion est une affaire personnelle, c'est pas une affaire politique. La loi de Dieu est une loi personnelle qui s'applique à soi. Et quand on est dans un pays, on applique la loi du pays. Monsieur Attali. Jacques Attali. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil là aux gens qui me regardent? Il faut, quand on est jeune, se dire qu'est-ce que je serai dans 15 ans. C'est seulement quand on se donne un projet qu'on peut le réussir, puisque si on n'a pas de projet, par définition, on ne le réussira pas. Si on revient dans une France un petit peu plus à court terme, qu'est-ce que vous pensez des futures présidentielles? Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Attali. Monsieur Attali, les Français font état d'un climat de plus en plus anxiogène, tant politiquement que socialement. On appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale, à la démission du président. Alors je m'adresse à l'économiste et au philosophe. Est-ce que la France n'était pas mieux avant? Si vous voulez vous intéresser à cette question, je dirais la France n'est pas mieux avant. C'est jamais mieux avant. Ça peut être mieux plus tard ou ça peut être pire plus tard. En tout cas, il y a beaucoup de raisons de douter de l'avenir aujourd'hui, qui ne sont pas spécialement françaises. D'abord la crise écologique, qui est extrêmement inquiétante. Il y a les menaces de guerre qui sont innombrables, en Ukraine, en Russie. Il y a les atteintes faites aux femmes un peu partout dans le monde, en Afghanistan, en Iran, et dans tous les pays, en RDC, bien ailleurs, et mondialement, et y compris en France. Donc il y a beaucoup de raisons de penser que le monde va mal. Et en plus, comme les médias sont de plus en plus présents, on voit beaucoup plus les choses qui vont mal qu'on ne les voyait avant. Avant, on pouvait tuer sa femme et on appelait ça crime passionnel, et puis ça faisait pas les titres. Aujourd'hui, heureusement, ça fait les titres. Donc on a un climat anxiogène par nature. Le cas de la France n'est pas spécifique. Ce climat est partout. Parce que, sauf dans quelques rares pays dont on pourra parler, il n'y a pas une vision claire de l'avenir. La vision claire de l'avenir vient pour chacun d'entre nous, comme pour une entreprise, quand elle a une vision à 15 ans. Il faut avoir une vision à 15 ans de ce qu'on veut devenir. Il faut, quand on est jeune, se dire qu'est-ce que je serai dans 15 ans, tout le temps. Qu'est-ce que je serai dans 15 ans et qu'est-ce que je dois faire pour y être. Quand on est pris dans un engrenage qui vous amène à ne regarder que TikTok et les réseaux sociaux en permanence, on n'a pas le temps ni l'envie de réfléchir au long terme. On se dit je suis un petit brin de paille dans une tempête, ça ne sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. C'est seulement quand on se donne un projet qu'on peut le réussir, parce que si on n'a pas de projet, par définition, on ne le réussira pas. Et le problème de la France, parmi d'autres aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas de projet. Personne ou très peu de gens réfléchissent à la France de 2040, 2050. Je viens de publier un livre avec une cinquantaine de contributeurs sur la France de 2040, parce que je crois que c'est très important de regarder plus loin. Pourquoi voulez-vous faire des enfants si vous n'avez pas idée de ce que sera votre pays dans 15 ans? Donc, la France a ce genre de difficultés. Elle a des difficultés particulière aujourd'hui, qui s'exprime par le fait qu'on a un président en fin de mandat, donc forcément les gens pensent à l'après. C'est toujours comme ça, quand un président est en fin de mandat, c'est pas nouveau, ça crée une incertitude, on ne sait pas si ça va aller à gauche, à droite. Et aujourd'hui, comme les partis politiques, tous, à gauche, à l'extrême gauche, à droite, n'ont pas de projet, n'ont pas de programme, certains prétendent en avoir un, mais c'est pas vrai, n'ont pas de programme, ne proposent rien sauf des querelles de personnes qui hurlent plus ou moins fort. Ça ne donne pas une bonne image de la façon dont le pays est conduit. Mais donc, il n'y a pas de programme? Non, aucun parti n'a de programme. Même s'il y en a qui prétendent en avoir un. Mais d'abord, ces programmes, ils n'en parlent jamais. Ils sont faits par des soi-disant experts dans un coin. Ils ont oublié, ils disent qu'on a, bon, c'est sur une étagère, mais ils passent son temps à insulter les autres. Pas à dire quelle réforme de structure ils veulent faire. Personne n'a proposé, par exemple, une façon durable de réduire la dette. Oui. Personne. Oui, j'ai vu qu'ils voulaient garder l'impôt exceptionnel sur les hauts revenus. Il y a des choses dans l'instant. On s'est inventé 1000 rustines pour la semaine prochaine. Mais un plan à 15 ans sur... Par exemple, la France a plus de dépenses
et de recettes que l'Union soviétique n'en avait dans ses Mmh. pires moments. C'est pas normal. Personne ne parle de réduire nos dépenses et nos dettes. La France a un âge de la retraite qui est le plus bas de tous les pays d'Europe. Mmh. C'est quand même bizarre. Bon, sur tout ça, il n'y a pas de réflexion de fond. Et il y a Il un n'y a s pas de programme, c'est ça. ni courageux ni pas courageux. Il n'y a que des débats de qu'est-ce qu'on fait demain matin à l'Assemblée nationale. Et il y a un sondage qui est sorti, ce matin en disant que 87 des Français considéraient que les hommes politiques étaient que des opportunistes et qu'il fallait les changer. Du coup, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on remplace tous les hommes politiques? Est-ce qu'on diminue le nombre d'élus? Il y a beaucoup de choses imaginables. D'abord, tous ne sont pas incompétents, ni il y a beaucoup d'élus. Il y a plus de 500 000 élus en Mmh. France, si on compte les élus des collectivités territoriales. Il y a des gens magnifiques. Au Parlement, il y a des gens formidables qui sont très dévoués à l'intérêt général. Il y a bien sûr des gens qui sont des pitres professionnels, mais Mmh. pour la plupart, ce sont des gens formidables qui pensent qu'à l'intérêt général. Maintenant, il n'y a pas dans les partis de cadre pour penser le programme. Je crois que la première chose que devraient faire les médias, avant de poser des questions quelconques à un homme politique, c'est de lui demander c'est quoi votre programme? Mmh. C'est quoi votre pays, votre vision du pays à 15 ans? Si vous n'êtes pas capable de produire un programme, vous reviendrez quand vous en aurez un. Et aujourd'hui, il y a aucun parti, je dis bien aucun, même ceux qui prétendent en avoir un, qui ont un programme actuel, crédible, sur tous les grands enjeux de demain. Il n'y en a pas. Et les Donc, il faut pousser à tout prix les partis politiques à sortir des querelles de personnes pour produire des programmes. Oui, et c'est étonnant parce que sachant que les gens sont censés être de plus en plus éveillés avec les réseaux sociaux, on a de plus en plus conscience de ce qui se passe. Du coup, ça devrait pousser les partis politiques. Ça devrait les pousser à ça devrait les pousser à faire des colloques, des réflexions, des débats sur des sujets de fond. Qu'est-ce qu'on fait comme politique du logement? Qu'est-ce qu'on fait comme politique de la famille? Rien de tout ça. Il y a que des... Pourquoi? Parce que mais c'est pas spécialement vrai en France, c'est vrai de façon générale. On est pris dans des urgences et on ne se pose pas pour réfléchir. Or, un grand psychiatre, psychanalyste, Viktor Frankl avait démontré après la Seconde Guerre mondiale que pour survivre, il faut penser long terme. Il Mmh. était lui-même survivant de Auschwitz et à Auschwitz, il avait constaté que ne peuvent survivre et n'ont survécu que ceux qui s'étaient projetés en disant « qu'est-ce que je ferai après la guerre ?» Et ceux qui pensaient à ce qu'ils feraient après C'est ça. ont eu plus de Survécu. chances que les autres de survivre. Mmh. Il faut penser à qu'est-ce qu'on fera dans 15 ans. Il faut vous demander vous-même, je serai quoi dans 15 ans? Et Et toute décision qu'on prend aujourd'hui, il faut la prendre en se posant quelques questions simples. Qu'est-ce que je penserai dans 15 ans de la décision que je prends aujourd'hui? Qu'est-ce que quelqu'un d'autre que moi pensera dans 15 ans de la décision que j'aurais prise aujourd'hui? Quand on se pose ce genre de questions, on prend de meilleures décisions. Toujours penser aux conséquences à long terme de ce qu'on fait. Et vous, alors, dans votre livre, qu'est-ce que, puisque avec vous avez 50 contributeurs, du coup, qu'est-ce que vous avez écrit sur la France Ben, on d'après-demain? a essayé de montrer que c'était une promesse extraordinaire, que la France peut devenir le premier pays du monde de ce que nous appelons l'économie de la vie, c'est-à-dire les grands secteurs de la santé, de la culture, de l'éducation, de la défense, des énergies renouvelables. On n'aura plus besoin d'énergie fossile bientôt. Très bientôt, on peut s'en passer. Le monde va devenir totalement électrifié et l'énergie solaire, comme l'énergie éolienne, comme le nucléaire, accessoirement, nous apporte tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'énergie fossile du tout, du tout, du tout. Et donc on peut avoir une France formidable si elle est capable de penser tout cela. Mmh. Et le maître mot pour tout ça, c'est la prévention. Prenez l'exemple de la santé. On aurait besoin de dépenser beaucoup moins si on faisait plus de prévention. Oui. Du sport, si on faisait plus de prévention sous forme de ce qu'on mange, dans tous les domaines. Regardez ce qui s'est passé au Louvre. Si on avait fait de la prévention en matière de sécurité, on n'en serait pas arrivé là. Dans tous les domaines, personnels comme collectifs, la prévention coûte moins cher que affronter les risques. Et c'est un peu le fil conducteur de ce livre, dans tous les domaines, faire de la prévention. Oui, c'est vrai que ce qui s'est passé au Louvre hier, donc du coup, ça ne sera pas le jour de la diffusion, mais il y a eu le grand vol des bijoux napoléoniens. Et j'ai trouvé ça limite poétique, puisque je me suis dit, ça vient à un moment où les Français perdent confiance en le système. On se dit que même les bijoux de la royauté, les bijoux de notre histoire, ils se font voler en plus d'une manière assez ironique. C'est ça. Et donc là, vous avez parlé, on se passe des énergies fossiles,
on fait de la prévention, mais du coup, d'un point de vue social et politique, est-ce qu'il y aurait moins de partis? Est-ce que la condition des femmes, du coup, comment vous la voyez? Parce que c'est vrai qu'en France, on est quand même Moins, pas privilégié. moins de partis, j'en sais rien. C'est pas un mal qu'il y a beaucoup de partis. Si les partis font leur travail, Mm. c'est-à-dire s'ils réfléchissent, font des programmes, des propositions, s'ils acceptent de ne pas jeter l'anathème sur les autres, mais de collaborer, parce que heureusement, aucun parti n'est majoritaire, donc il faut avoir le goût du compromis, de l'accord, de la coalition. La cause des femmes, j'ai toujours pensé, je l'ai encore redit presque tous les jours, c'est la cause la plus universelle. Mm. Aucune cause n'est plus globale que celle-là, parce que les femmes, c'est évidemment par nature un enjeu mondial, et c'est un enjeu qui traverse toutes les sociétés. C'est un enjeu qui traverse les sociétés occidentales, où les femmes ont été très longtemps très maltraitées, des sociétés musulmanes, des sociétés juives, hindouistes. Il n'y a aucune société, aucune religion ne traite bien les femmes, aucune. Donc c'est un grand enjeu de libération qui prendra peut-être encore des siècles, mais qui est une bataille majeure, parce que libérer les femmes, c'est libérer d'abord la moitié de l'humanité qui n'a pas pu s'exprimer, créer et donner sa part. Si on peut penser qu'il y a une chose propre aux femmes, même si nous sommes tous des hommes et des femmes à la fois, c'est le goût de l'altruisme Mm. dont nous avons très besoin. C'est le fait de prendre en compte l'intérêt des générations futures. Les femmes pensent plus naturellement à leurs enfants que les hommes, et c'est ce dont nous avons besoin. Une bonne société, c'est une société qui pense aux conséquences de ses actes sur les générations futures. Est-ce qu'il y aurait une meilleure cohabitation entre la politique, la religion aujourd'hui? C'est chose qui n'est pas forcément vraie en France. Je suis pour une vision très simple des choses. La religion est une affaire personnelle, c'est pas une affaire politique. Elle ne doit absolument pas interférer avec la politique. La France a un grand principe, celui de la laïcité. C'est un excellent principe qu'on aimerait voir appliqué vraiment sérieusement et appliqué dans d'autres pays. Et la religion est une affaire personnelle. La religion ne doit pas imposer sa loi à la République. À la question de savoir si la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République, non, la loi de Dieu est une loi personnelle qui s'applique à soi. Mais quand on est dans un pays, on applique la loi du pays. Et on parle beaucoup de climat économique tendu, etc. Et il y a beaucoup d'articles sur l'exode, notamment des grands entrepreneurs, des grandes richesses, des grandes fortunes françaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce n'est pas le cas, parce que la France est un pays magnifique et merveilleux, où il fait bon vivre et où beaucoup de ceux qui ont créé les choses trouvent de l'intérêt à y créer. Maintenant, si les gens veulent partir, la France n'est pas une prison. Oui, c'est dommage, la France devrait être une terre d'accueil. Il faut qu'elle soit aussi et surtout une terre d'accueil des talents. Oui, c'est ça, une terre d'accueil des talents. Vous l'aurez compris, sur cette chaîne, on va énormément parler de politique et d'économie, et notamment la notion d'investissement. Par mon métier, vous savez que l'accessibilité à l'investissement, la vulgarisation de l'investissement, ce sont des enjeux cruciaux. Et c'est pour ça que je suis honorée qu'on ait pour partenaire et sponsor de cet épisode XTB. XTB, c'est un courtier présent en France depuis 2010 et contrôlé par la CPR et l'AMF. Il propose plus de 9000 actions ETF, des matières premières, des indices et évidemment de la crypto pour se diversifier. Concernant leur tarification, c'est 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF, puis 0,2% au-delà. Mais vous pouvez avoir des frais de change de l'ordre de 0,5% en fonction de la devise que vous allez utiliser. Investir comporte des risques. N'investissez jamais de l'argent dont vous aurez besoin à court terme. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous avez une plateforme hyper intuitive qui s'appelle XStation, en plus du contenu pédagogique et webinaire. Et si jamais vous avez besoin d'être accompagné pas à pas, vous avez une équipe française locale qui est disponible toute la semaine pour vous accompagner. Il y a un patrimoine absolument formidable. Il y a un potentiel économique incroyable et ceux qui sont français et qui construisent ici, souvent avec un climat social un peu tendu et pas forcément accueillant pour ceux qui, pour ceux qui veulent démarrer des boîtes et les faire grossir comme on le voit aux États-Unis ou dans les Émirats. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont poussés à partir. Pas autant qu'on croit ou qu'on dit. Bien sûr, si vous voulez travailler hors de la loi et d'une façon criminelle, mieux être ailleurs qu'en France. Mais si vous voulez avoir
un cadre de vie heureux et surtout un système éducatif, un système de sécurité, un système de santé qui est de loin un des, sinon le meilleur du monde. Essayez de vous faire soigner aux États-Unis ou ailleurs, si vous n'avez pas une grosse fortune, vous m'en direz des nouvelles. Donc la France est de ce point de vue un des pays où il fait le meilleur vivre. Donc nous avons tout pour rester une superpuissance, à condition d'avoir encore une fois une vision longue de ce qu'on veut devenir et de s'en donner les moyens et de faire en sorte que tout le monde, y compris ceux qui sont dans les quartiers les moins favorisés, ait accès aux mêmes écoles et aux mêmes moyens de réussir que les autres. Vous pensez que la méritocratie en France est en panne? La méritocratie a toujours été incomplète. C'est toujours les fils d'eux qui réussissent. Même s'il y a des gens qui ne sont pas fils d'eux qui réussissent. Moi, je ne suis pas fils d'eux. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fils d'eux qui réussissent. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en situation de réussir parce qu'ils sont élevés dans des quartiers difficiles, avec des mères célibataires qui n'ont pas leurs moyens de leur payer des écoles ou des cours supplémentaires et qui ne réussissent pas. Il y a aussi le fait que les écoles primaires et secondaires dans les quartiers difficiles sont moins bien dotées en termes de professeurs, même si les professeurs sont incroyablement dévoués que dans les beaux quartiers, que la mixité scolaire ne se fait pas autant qu'elle est prévue par la loi, et la loi est de ce point de vue violée. Il y a beaucoup de choses à faire. Le fait que la possibilité de changer de niveau social est aujourd'hui plus difficile qu'il y a 15 ans. Donc si vous me disiez qu'est-ce qui va moins bien aujourd'hui qu'avant, c'est d'abord certainement, étonnamment, la mobilité sociale. C'est plus difficile de changer de classe sociale par son travail aujourd'hui qu'il y a 30 ans. C'est vrai qu'on parle des zones défavorisées, ce sont des zones scolaires, oui, complètement, enfin parfois délaissées. Et là, ce matin, le gouvernement disait qu'il prévoyait 3000 postes en moins, de fonctionnaires en moins, de réduire encore. On a vu qu'il y avait... Oui, ça c'est... Il y a des tas de fonctionnaires qui pourraient être mieux utilisés ailleurs. Ah oui, complètement. On a 7 niveaux de collectivité territoriale, c'est pas normal. Et si vous prenez un professeur en France, il gagne à peu près la moitié de moins qu'en Allemagne. Or, le budget de l'éducation en Allemagne, c'est le même que le budget de la France. Oui. Ça prouve qu'il y a des tas de fonctionnaires dans l'éducation nationale qui ne sont pas des profs. Et je ne dis pas qu'ils font des choses pas utiles, mais ils pourraient faire des choses plus utiles s'ils étaient enseignants. Oui, de toute façon, je pense que tout le monde fait le constat qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires en France. Mais c'est vrai que pour la France du futur, une France puissante, une France consciente, avec des talents, on devrait davantage investir dans l'éducation, du coup, et moins dans d'autres postes qui sont pas, et on voit tous, qui ne sont pas forcément nécessaires. Absolument. Plus, mais ce n'est pas seulement une question de plus. Il y a des très bons systèmes d'éducation qu'on n'emploie pas, qui sont les systèmes finlandais ou les systèmes singapouriens. Des méthodes d'éducation très différentes d'une autre, beaucoup plus, pour le système finlandais, moins de contrôle, plus de liberté, laissant le directeur de l'école choisir les professeurs de son école. C'est des changements révolutionnaires par rapport à la société française et qui exigent de faire plus confiance aux enseignants que dans une société qui passe son temps à tout contrôler en permanence et qui a finalement, à certains moments, plus de contrôleurs que d'actifs. Oui, c'est ça. Et si on revient dans une France un petit peu plus à court terme, qu'est-ce que vous pensez des futures présidentielles? En fait, la grande question d'aujourd'hui pour la France, c'est de savoir si elle va participer à la construction d'une Europe puissance. Si nous ne participons pas à l'Europe puissance, nous serons une proie pour les États-Unis, pour la Russie, pour la Chine, qui ne demandent qu'une chose, c'est nous prendre, parce que nous sommes la région la plus riche du monde. Mais si nous n'avons pas les moyens de notre propre défense et de nos propres grandes entreprises européennes, on sera dépecé comme une proie. Or aujourd'hui, on est en train de l'être. On n'a pas de très grandes banques, on n'a pas de très grande industrie irremplaçable. Aux États-Unis, vous avez 50 entreprises qui sont vitales, sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre. En Chine, pareil. Essayer de vivre sans les aimants ou les terres rares chinoises, on ne peut pas. Vous n'avez qu'une entreprise en Europe qui est indispensable au monde. C'est une entreprise hollandaise qui produit des semi-conducteurs, qui d'ailleurs malheureusement, ou c'est en fait pour l'essentiel, propriété américaine. Donc nous avons tout ça à construire si on ne veut pas dans 15 ans être pillé et perdre le travail, les emplois et la capacité de produire des richesses. Donc ça, c'est la priorité. Aujourd'hui,
Dans l'état actuel de la France, il y a une vague compréhensible de dégagisme. On veut dégager les sortants parce on a l'impression qu'ils ont échoué. Et le dégagisme se traduit par une opposition sommaire entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Alors, si les élections ont lieu demain matin, c'est quelqu'un d'extrême droite qui sera président de la République. Dans 18 mois, j'en sais rien. On verra. En tout cas, un dégagisme sans programme, c'est un désastre pour le pays. Un désastre. Et donc, il va y avoir un grand bouleversement. Les candidats à la future présidentielle ne sont pas ceux... Oui, vous me parlez des personnes, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur programme. Qu'est-ce qu'ils proposent? Moi, je pense qu'il faut proposer d'aller vers une Europe souveraine, industrielle et militaire, d'aller vers le développement de ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire les secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, des énergies renouvelables, de l'alimentation saine, de supprimer un certain nombre d'activités autour des énergies fossiles et toutes les formes de drogue. Ça, c'est une mutation et ça constitue un programme. C'est ce que nous proposons, mais moi, je voudrais comparer les programmes. La question des personnes n'a pas beaucoup d'intérêt. Et est-ce qu'une Europe souveraine n'est pas antagoniste aussi avec une France souveraine? Parce que Non, parfois pas du tout. Non, c'est une bonne question. Mais la France ne peut pas être souveraine en tout. D'abord, on ne peut pas être souveraine parce qu'on n'a pas les terres rares. Parce que les intérêts un peu divergents avec l'Allemagne, là, notamment. Oui, non, on a des intérêts divergents avec tout le monde. La Bretagne a des intérêts différents avec la Lorraine, mais pour autant, on travaille ensemble. Il y a des sujets dans lesquels, avec l'Allemagne, avec les autres Européens, on doit s'unir. C'est contre nos ennemis. L'Allemagne seule face à la Russie ne peut rien. La France pourrait peut-être parce qu'on a l'arme nucléaire, mais c'est vraiment l'arme de dernier recours. Donc on a intérêt à être unis. La France seule face à la puissance bancaire américaine, on ne peut rien. Face aux géants technologiques américains ou chinois, on ne peut rien. Donc il faut absolument s'unir entre Européens. Ça ne nous empêche pas de défendre notre langue, notre culture, notre mode de vie, notre nourriture, notre façon de penser, les rapports entre les gens. La France, c'est d'abord une langue. Si tout le monde en France parlait bien français, ce serait déjà quelque chose. Ouais. Et ce serait notre identité. À côté de ça, on peut très bien mettre en commun ce qui doit l'être et garder pour nous ce qui doit l'être. Et c'est vrai que vous parlez d'identité et même de conscience politique. Comment on fait, nous, individuellement, même collectivement, pour s'impliquer davantage en politique? Quels conseils vous donneriez aux jeunes qui sont, c'est vrai, Il y a beaucoup tout de le temps choses. sur les réseaux? Vous savez, c'est pas si noir. Aux élections municipales, il y a plus de 2 millions de candidats. 2 millions. Ça fait du monde. Donc, si vous voulez vous intéresser à la politique, soyez candidat aux élections municipales, dans votre village, dans votre commune, dans n'importe quel parti, un parti qui convient, puis s'il n'y en a pas, vous en créez un. C'est en commençant par l'intérêt pour les élections municipales qu'on prend conscience de l'importance du changement. Moi, je connais des jeunes maires, en particulier, j'en pense à certains, venus de l'immigration, qui font un travail formidable dans les quartiers, qui sont maires de petites villes de banlieue, qui font des choses formidables, et qui, comme ça, donnent un renouveau de la politique. Il ne faut pas croire que tout est mal parti. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes au gouvernement aujourd'hui qui ne sont pas forcément des élus? Donc pour être légitime, il faut être élu, il faut venir du terrain? Il faut être élu, ça ne veut pas dire forcément venir du terrain, mais il vaut mieux être élu, oui. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais voulu faire de la politique au sens propre, parce que je n'ai jamais voulu prendre le temps, très respectable, de participer à une élection. C'est difficile avec une élection. Que quand vous êtes un homme politique, vous êtes forcé de penser que vous avez toujours raison. Moi, j'aime bien dire, quand je discute avec quelqu'un, « Ah, tu as raison, j'ai tort, tu m'as convaincu, tu m'as fait changer la vie. » En politique, c'est très difficile. C'est pour ça que je préférais conserver mon indépendance. Votre indépendance. Et un brin de... Parce que j'adore votre contenu, ce que vous faites sur Internet. Vous éveillez un peu les consciences, vous donnez un petit peu des guidelines aux jeunes sur comment s'élever intellectuellement, spirituellement, politiquement. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil là aux jeunes qui vous regardent? Se trouver, se chercher, ce que j'appelle devenir soi. Trouver en soi-même ce qu'on est vraiment. Se dire que la vie est très brève, qu'il faut trouver en soi ce qui fait qu'on est unique, se respecter et mettre au maximum en valeur ce qu'on a d'unique en travaillant, en se fixant un objectif, en étant exigeant avec soi-même, en étant ouvert aux autres et indulgent à l'égard des autres, et en pensant en permanence qu'est-ce que ce que je fais
va faire pour que le monde soit mieux dans 20 ans ou dans 30 ans ou quand moi je serai plus là. C'est cette permanence pensée de l'utilité à l'égard des autres qui donne du sens à sa propre vie. Donc le sens du collectif, le bien-être collectif. Pas collectif, Ouais. le bien-être, le fait que le monde soit encore vivable après nous. Pour que le monde soit vivable pour nous, il faut qu'on pense à ce qu'il soit vivable après nous. Et c'est en pensant comment il sera vivable après nous qu'on le rend vivable pour nous. C'est pas si facile quand on voit la crise écologique, quand on voit Bien sûr, évidemment, on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. mais je sais que c'est pas facile. Mais si on fait rien, c'est certain que ça va échouer. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur la situation de la France à l'international et vous aura incité à prendre connaissance des programmes des partis politiques. On va refermer cet épisode avec notre partenaire XTB. Vous savez, depuis 10 ans, je suis dans la banque et maintenant la crypto, et donc je sais que la différence entre un bon et un mauvais investisseur, c'est celui qui a conscience de ses risques et qui est formé. Investir comporte des risques de perte en capital et n'oubliez pas que le risque est proportionnel au gain. Formez-vous et profitez du fait que XTB est une plateforme Xstation hyper intuitive et du contenu pédagogique. En plus de leur équipe française disponible 5 jours sur 7 pour vous accompagner pas à pas. XTB, c'est 9000 actions et ETF, indices et matières premières et 0% de commission sur les actions et les ETF jusqu'à 100 000 €, puis 0,2% au-delà. Vous pouvez avoir 0,5% de frais de change en fonction de la devise que vous allez utiliser. Et vous avez en ce moment une offre en cours jusqu'au 15 décembre, une action Veolia offerte pour toute ouverture de compte et un dépôt de plus d'1 €. Vous avez le lien dans la légende de cette vidéo et en premier commentaire. À très vite pour un nouvel épisode de Unchained.